Philippe Boukhara, bonjour. Nous évoquions hier la visite en Palestine de Theodor Herzl et un des résultats concrets de cette visite, c'est la publication quelques années plus tard, le temps que le livre mature, d'un roman sur la Palestine du futur qui va s'appeler Alt-Neuland. Oui, Herzl n'avait pas voulu écrire son grand livre sur l'État juif sous la forme d'un roman, contrairement aux avis de certains de ses amis, mais par contre, il s'était promis d'écrire un roman à thème juif comme une des armes de sa propagande sioniste. Et là, la rencontre avec la Palestine l'a suffisamment marqué sur le plan émotionnel, sur le plan affectif et aussi intellectuel pour que il esquisse en 1899 ce roman de politique fiction qu'il commence à écrire sérieusement en 1901 et qui paraît en 1902. Alors d'où vient ce titre Alt-Neuland? Il avait d'abord pensé à l'appeler Nouvelle Sion, et puis il a pensé à la très célèbre synagogue de Prague qui s'appelle l'Alt-Neuschule, c'est-à-dire la synagogue vieille et nouvelle. C'est un nom un peu paradoxal qui exprime bien à la fois quelque chose de très ancien, quelque chose qui relie les Juifs à leurs origines les plus lointaines et qui est en même temps en prise avec l'air du temps. Et c'est exactement l'idée qu'il se faisait de la Palestine nouvelle, à la fois le pays des ancêtres du peuple juif et en même temps une espèce de laboratoire du monde futur. Et il a exprimé toutes ces idées-là à la fois dans ce simple mot Alt-Neuland, qui est le titre de son roman de politique fiction. Alors quand on feuillette le livre, il y a une première partie qui s'appelle, c'est un roman futuriste sur ce que deviendra la Palestine, ce que devait devenir la Palestine 20 ans plus tard. Et il y a une première partie qui s'appelle Un jeune homme instruit. Et vous allez nous expliquer ce que ça veut dire. Voilà, l'action se situe au début de 1902, donc l'année même où le livre est paru. Et le héros du livre est un jeune homme instruit qui s'appelle Friedrich Löwenberg, qui est un jeune intellectuel juif qui est déçu par la vie. En fait, ce personnage-là, c'est Heinrich Kahn, c'était l'ami de jeunesse de Herzl, qui lui-même a été déçu par la vie, et vous vous en souvenez peut-être, qui s'était suicidé, et dont le suicide avait beaucoup blessé Herzl au plus profond de lui-même. Et ce héros du livre, Friedrich Löwenberg, rencontre un ancien officier allemand qui s'appelle Kingskurt, qui a accumulé une petite fortune aux États-Unis et qui décide de se retirer du monde, de s'isoler aux îles de Cook dans le Pacifique, et qui invite le jeune intellectuel juif à se joindre à lui pour aller vivre dans l'isolement. Et dans le chemin pour aller vers les îles Cook, ils font une étape au Proche-Orient, et c'est l'officier allemand qui propose de passer en Palestine, parce qu'il lui a une notion biblique de l'importance de ce pays, de l'importance de la Palestine, et alors que l'intellectuel juif, lui, n'est pas très pressé, n'est pas très intéressé. Mais enfin, ils y vont, ils y passent quelques jours, et là, il y a une description de la Palestine telle qu'elle était en 1902, c'est-à-dire telle que Herzl l'a vue quelques années plus tôt, où ce qui frappe le plus, c'est la pauvreté, c'est le fait que le pays est pauvre et qu'on pourrait éventuellement régénérer ce pays avec beaucoup d'eau, en plantant des arbres qui donneraient de l'ombre, avec un travail humain, on pourrait le régénérer, mais le pays tel qu'il est un pays désolé. Il est clair que le visiteur allemand non juif est beaucoup plus impressionné par le pays que le jeune intellectuel juif. C'est ce qui ressort de cette première partie du roman. Mais tout de même, Friedrich Löwenberg laisse passer une fascination pour la ville de Jérusalem. En visitant cette ville, il se souvient des visites qu'il faisait avec son père dans son enfance à la synagogue, où il se souvient des sédarim familiaux qu'on faisait le jour de Pessah. Ça, c'est un peu le point faible de son armure de juif assimilé, c'est Jérusalem qui déclenche en lui des réactions très profondes. Alors Philippe Boukhara, Alt-Neuland, c'est donc le titre de ce roman de Theodor Herzl, un pays ancien, nouveau, qui est une description de la Palestine du futur. Oui, en 1923, nos deux intellectuels allemands qui s'étaient isolés du reste du monde, après 20 ans, décident de revenir en Allemagne. Ils font escale en Palestine, et là, ce qu'ils voient les impressionne tellement qu'ils vont décider de rester en Palestine, parce qu'ils voient la Palestine donc telle que Herzl l'imaginait 20 ans après le moment où il écrivait. Alors, nos deux visiteurs sont accueillis à l'aéroport, au port de Haïfa,
par un homme qui s'appelle David Litvak, qui est en réalité de manière assez transparente David Wolfson, le plus proche collaborateur de Herzl à la tête du mouvement sioniste. Et il a introduit d'ailleurs dans le roman énormément de gens de son entourage. Déjà au cours de la première visite en Palestine en 1902, il y avait un ophtalmologue qui s'appelait Eichenstam qui lui avait fait visiter les Moshavot, c'est-à-dire les premiers villages juifs. Et cet Eichenstam, c'est de toute évidence le professeur Mandelstam, qui était lui aussi un ophtalmologue, qui est un des principaux dirigeants sionistes russes à cette époque. Et Friedrich Löwenberg, dès les premiers temps de son séjour dans la Palestine nouvelle, va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Myriam, qui est institutrice, qui est la sœur de David Litvak, du personnage David Litvak, et qui est en fait l'incarnation de sa propre sœur Pauline Herzl. Il va évidemment en tomber amoureux et ça va être un des facteurs qui vont le pousser à rester dans le pays. D'ailleurs, une des choses qui se dégage de cet émerveillement des deux visiteurs devant le pays tel qu'il est devenu, c'est que Friedrich Löwenberg, qui était déprimé et qui pensait à se suicider, efface complètement ces mauvaises pensées-là. Et on ne peut pas oublier qu'il s'agit en réalité du personnage d'Heinrich Kana, l'ami de jeunesse de Herzl, qui lui s'était suicidé parce qu'il n'avait pas trouvé d'issue à ses problèmes qu'on pourrait appeler existentiels, d'intellectuels tourmentés. Alors cette Palestine que décrit Alt-Neuland, et il y a finalement là une communauté juive qui jouit, qui bénéficie des progrès, des développements scientifiques, mais en même temps qui vit dans un état de paix tout à fait idyllique avec les voisins non juifs. Et là, on peut pas dire que Theodor Herzl ait fait preuve d'une grande vision, d'un caractère visionnaire. C'est là, il s'est sûrement trompé sur le temps, sur le facteur temps. Maintenant, il faut, pour comprendre le pronostic optimiste qu'il fait sur les rapports avec les Arabes, il faut d'abord dire quelques mots du pays tel qu'il le décrivait, puisque tout son raisonnement consistait à dire que la prospérité que les Juifs avaient amenée dans le pays était tellement formidable que les Arabes n'avaient aucune raison objective de s'en plaindre et que ils avaient même bénéficié sur le plan matériel d'un enrichissement. Sur le plan moral, ils avaient affaire à une société juive tout à fait exemplaire et presque imparfait, qu'on ne pouvait plus parfaire, et donc le problème de cohabitation ne se posait plus. Alors on peut dire à grands traits que la Palestine dont il parle est un territoire assez vaste. Elle englobe la Transjordanie actuelle, elle va même jusqu'aux limites du Liban. On y emploie beaucoup la technologie moderne sous toutes ses formes, le chemin de fer, l'électricité qui est produite par les cours d'eau. On a beaucoup manipulé les cours d'eau, on a construit des canaux dans cette Palestine-là, et Herzl évoque même un canal qui irait de la mer Morte vers la Méditerranée. Ça fait penser aux projets qui ont été faits récemment d'un canal entre la mer Morte et la mer Rouge. On exploite à fond les phosphates de la mer Morte, le bromure, le potasse, et on produit la meilleure asphalte du monde. Et Herzl avait même pensé au pétrole comme une des ressources possibles de sa nouvelle Palestine. Alors Philippe, on n'a pas signalé tout de même quelque chose d'important parce que ça va devenir un slogan du mouvement sioniste, c'est que en épigraphe du livre, il y a cette phrase « Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve ». Cette phrase très célèbre de Herzl, c'est un peu une précaution qu'il prend par rapport au lecteur, parce que le modèle de société qu'il propose est un modèle tout à fait exemplaire, qui est très difficile à atteindre même avec la meilleure bonne volonté. Tout le pays est basé sur l'organisation des coopératives, et c'est une sorte de socialisme très modéré qui laisse beaucoup de place à l'initiative privée, au principe libéral. C'est une sorte de combinaison du principe socialiste et du principe libéral. Les femmes bénéficient d'une égalité parfaite. Les femmes célibataires ont même un rôle social très important parce que c'est elles qui s'occupent des services sociaux, qui ont la charge des services sociaux. La terre n'appartient pas aux personnes privées, mais elle est louée pour 49 ans selon le principe biblique du jubilé. Les villes ont été reconstruites. J'avais déjà mentionné le rêve de Herzl de reconstruire Jérusalem de manière plus moderne. Alors c'est fait dans la nouvelle Palestine. Et sur le plan culturel, évidemment, ce pays se veut
veut un des pays les plus avancés de la culture moderne. On crée une académie juive de 40 membres qui est explicitement basée sur le modèle de l'Académie française. Mais il y a un détail original, c'est que les académiciens juifs portent des rubans jaunes à la boutonnière et volontairement on a repris la couleur des étoiles jaunes qui symbolisaient déjà au Moyen-Âge l'humiliation des juifs, selon le principe du nouveau pays, amener l'humilité au jour de notre triomphe. Et enfin, on peut préciser, il y aurait beaucoup à dire sur les détails concrets de la vie dans cette Palestine nouvelle. On peut préciser qu'il y a là un régime laïque où la pratique de la tradition est tout à fait respectée et tout à fait tout le monde y participe, mais sur une base de tolérance, dans un esprit maximum de tolérance qui s'applique à la fois au rapport entre juifs et au rapport entre juifs et arabes, comme on l'a mentionné il y a quelques instants. David Litvak, le personnage du livre, dit « L'étranger doit se sentir chez lui parmi nous ». On peut dire d'une certaine manière, Philippe, que c'est un livre, c'est un roman engagé avant la lettre, et ce roman engagé va susciter des réactions à la fois de vif succès et en même temps de controverses. Oui, c'est assez curieusement, Herzl s'est attiré beaucoup de difficultés au sein même du mouvement sioniste avec ce livre. Donc ce livre lui a fait perdre d'un côté ce qu'il a gagné d'un autre côté par la clarté et la séduction exercée par ce qu'il proposait. Il y a eu des polémiques très vives sur le fait que le modèle qu'il préconisait n'était pas un modèle typiquement juif, mais que c'était au contraire une application au cas juif des idées qui étaient les plus séduisantes et les plus dans l'air du temps dans la civilisation occidentale en général. Et Herzl ne se défendait pas du tout de cette conception-là. Il ne cachait pas que c'était bien là sa vision des choses, mais ça a suscité des discussions très intéressantes à relire d'ailleurs a posteriori avec des gens comme Ahad Ha'am et ses disciples que nous avons mentionnés. Ahad Ha'am, le grand théoricien du sionisme culturel, de l'invention d'une forme nouvelle de culture juive. C'était Théodore Herzl, Vie et Destin. Une série qui vous est proposée par Philippe Boucara. À demain.